Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 31, spécial Col blanc, partie 2. On s'instruit avec mon champion de la semaine, docteur en finance, Top Gun de l'immobilier. Moi, je vous parle de J-Peak, gros projet, grosse montagne, gros financement et grosse fraude. Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève! Hello! Bienvenue à cet épisode numéro 31. La suite de Col blanc qui a été petite intermission par un vérité et mensonge. Oui, de la semaine passée. On continue notre thème col blanc. Ça sent le printemps, Nicolas, parce qu'on a un super drink. Ceux qui nous écoutent, les 3 personnes qui nous écoutent sur YouTube, on a vraiment un beau drink. Il est rose, puis on l'aime. Oui, c'est super rafraîchissant. Oui, puis moi, je suis une grande fan de pamplemousse dans la vie. Donc, explique-nous donc, qu'est-ce qu'on boit, Nicolas? C'est gin pamplemousse. Attends, j'avais la petite recette la petite ici. recette. C'est gin pamplemousse. Donc, nous, on a fait ça avec le gin... Malfy. Oui, c'est un gin italien. Ouais, qu'on avait déjà depuis un certain temps. Je pense qu'on ne l'a jamais sorti. On a essayé de présenter les affaires québécois. Puis, mais en fait, vraiment bon, ce gin pamplemousse. Donc, si vous aimez la mer... Ça serait une bonne chose de regarder ça. La compagnie, très cool. En fait, c'est une sous-marque de Chivas. OK. Ouais, ils ont 4 gins. Si je recherche la SAQ, il y en a 2. Donc, ils ont Con Lemon, quelque chose de même, citron, je sais pas trop. En tout cas, il y en a un qui est citron, puis l'autre, c'est celui qu'on a ici, rose, pamplemousse rose. Oui, et la dernière fois que j'étais allée à la SAQ, il était encore dans les nouveautés sur l'étagère... en rentrant, Ouais. il y a comme une étagère de nouveautés. Il est encore là, vous allez voir, la bouteille est rose et bleue, barbe à papa. Moi, ça m'a attiré juste à cause de la bouteille. Ouais, ils ont des bons reviews sur le site de la SAQ, là, comme genre 4.8 sur 5. Nous, on a 4.9, là, mais les autres, ils ont 4.8. Ah, ben c'est pour ça que oui, c'est ça. Ben on s'allie à des gens forts quand on est fort. Exact. Puis donne-nous la petite recette de notre gin pamplemousse, si bon. Ouais, donc très simple, un once et demi de gin. La recette dit dry gin, mais avec gin pamplemousse, c'est super bon. Oui. Un 3/4 de jus de pamplemousse rose, un demi-once de liqueur de maraschino. Maraschino. Je pense que c'est maraschino. Probablement. C'est de la liqueur de fruits rouges de la marque, en tout cas la SAQ, c'est la marque Luxardo. C'est eux qui font la liqueur de citron aussi. Pas les petits fruits rouges là, dans les arbres qu'il faut pas que tu manges parce que ça donne mal au ventre. Là. Qui sait? Écoute, si on finit pas l'émission, c'est à cause de ça. On fait le rang douleur. Ah! Ouais. J-Peak. 2 traits d'amer pamplemousse que tu as acheté à ma boutique à l'Ambica. L'Ambica. Je vous expliquais ça, le dernier épisode, qu'il me fallait de la mer de pamplemousse. C'était pour cette recette-là. C'est Miss Better's Bitters. Oui, il y en a là, des sortes. Là. Celle-là vient, si je ne me trompe pas, de Vancouver. Il y en a plein de sortes. Moi, je trouvais que celle-là m'a inspirée. Il n'y a pas de la mer de pamplemousse dans plusieurs compagnies. Non? Non, il y a de la mer de ben des affaires. Pourtant, c'est comme le plus facile à faire. Ben, il me semble, il y a naturellement... Orange se trouve à l'épicerie, Ouais. de la marque Angostura. Angostura, ouais. Oui, ils font de la mer d'orange facilement. On peut trouver ça facilement, mais la mer de pamplemousse, il faut chercher un peu plus, mais je le regrette pas parce que j'avais vraiment le goût de boire ça. Je vous fais du... comment t'appelles ça? A-M-R-S? R-S-M-R? ASMR. ASMR, check ça. C'est mon drink. Pas sûr que ça va bien sortir. Ça va pas sortir, hein? C'est excellent. En tout cas, cheers! 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 À cette journée de printemps. Oui, à cette journée de printemps avec notre gin. C'est pas officiellement le printemps, mais dans mon cœur, ça l'est. C'est officiellement le printemps. On est après le 21 mars, Nicolas.
C'est juste qu'il y a eu une tempête de neige cette semaine T'as raison. et qu'on pensait qu'on était retourné à Noël. Ben ouais. C'était vraiment traumatisant. Mais là, il fait beau, il fait chaud, on est content, on déménage bientôt. On voulait-tu dire qu'on déménageait? On a hâte! Parce que là, on a de la misère un petit peu à se retrouver dans les boîtes ici. Et on a un shout-out à faire. Et là, c'est particulier cette semaine, notre shout-out. Ouais, en fait, je sais pas si elle tenait à ce que je le fasse en ondes, mais ça sera fait. Ça vient de ma maman. Oui. Donc, je suis fidèle, dit-elle, 5 étoiles. Voilà, c'est fait. 5 étoiles. J'espère que vous parlerez de moi. Ah ben finalement, Ben oui, que je fasse elle ce veut, shout-out. elle veut. Parce que je n'arrête pas de parler de votre balado. Merci. Et vous faites du bon travail, Bridge. Fait que ta mère dit que tu fais du bon travail. Ben oui, c'est bien. Que c'est surprenant. Ah! Sa maman de son fils unique. Ah, Eh oui. tout ce que tu fais est Mais extraordinaire. c'est vrai, mon cœur. ça dit pas juste ça parce que faut comme pas que je sois déprimé. Là. Non, Je trouve non. qu'on fait du bon travail pour vrai. Ben, moi, je pense que oui. Ben, en tout cas, on fait notre gros possible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On travaille très fort pour vous. Alors, on a-tu fait le tour de nos petites introductions? Ben, je pense que oui. OK, good. Fait que là, on continue notre thème col blanc. Ouais. Donc aujourd'hui, je te fais un petit champion OK. et tu vas me parler de ton cas Ouais. que tu as trouvé. Que tu Oui! nous as. Que moi, j'avais jamais entendu parler du côté québécois, Ouais. sur la montagne G-Peak, qui est une montagne extrêmement populaire pour les C'est Québécois. au Québec, JP? Non, c'est au Vermont. C'est ça, c'est au Vermont. Oui, c'est au Vermont, mais il y a beaucoup de Québécois qui skient à G-Peak parce Ouais, que tout c'est à à fait. 2 heures de route de Ouais, Montréal. c'est ça, exact. Donc oui, c'est ça. Donc, je vous parle de ça parce que c'est un cas qui a été, je pense, plus couvert au Canada anglais Ah, ça se peut. et du côté américain, naturellement. OK. Ma source principale, et là, je te laisse après ça faire ton champion, c'est le journal Le New Yorker Magazine, qui avait vraiment un article très, très, très élaboré, et d'autres que je vous mettrai toujours les sources sur notre site internet, crimetonic.com. T'es mis à jour, mon cœur? Supposé. Good! Faudrait que j'aille voir s'ils se mettent à jour, parce que j'ai cédule, fait que j'irai voir ça. D'accord, j'ai confiance Pendant en ma toi. semaine de vacances. J'ai confiance en toi. Entre deux boîtes, là, tu iras voir. En 2 si boîtes, j'irai faire ça. Oui, tu iras voir si tout est à jour, mais on essaie de les nommer quand on peut. Et vas-y avec ton champion de col blanc. Oui, tout à fait. Donc, dans la presse, en ce début d'avril 2024, on peut suivre un dossier habilement monté par le journaliste Tristan Péloquin. D'accord. OK, c'est plusieurs articles là, que j'ai pris de la presse. Il y en a ailleurs aussi, bien Oui. entendu. Celui-ci a rédigé plusieurs articles sur un homme qui maintenant attend son procès pour une panoplie de chefs d'accusation. Mon champion cette semaine se nomme Christian Bordelot. Oh, OK. d'accord. Je te dessine un peu le portrait du personnage. Docteur Christian Bordelot Ah, OK, est wow. titulaire d'un doctorat en politique de l'Université de Carleton. Il est aussi docteur en économie. Il a étudié à Harvard, il a étudié à la London School of Economics et à Oxford. Ben là, c'est génial. Quand même. Je le veux comme ami. Oui. Son succès a débuté en 2012 lorsqu'il écrivait alors des textes d'opinion pour Le Devoir. Dans sa colonne d'opinion, il parlait de corruption et de failles éthiques au Québec. D'accord. C'était les bonnes années de Commission Charbonneau. Oui. Suite à ça, il a mis sur pied une firme de consultation nommée Intangible Gouvernance et il va créer une certification nommée IGO 9002. IGO 9002. OK. Encore une fois, donc c'est ça. C'était l'époque de la Commission Charbonneau où les compagnies avaient peur de ne pas être éthiques et de passer au cash. Oui, fait que c'est ça qu'elle faisait, son entreprise? Oui, en fait, elle avait créé une espèce de norme là, de certification qui, une fois, je suppose que ta firme de consultation rentre dans la boîte, puis elle fait un audit, puis elle te donne une certification comme quoi que tu es éthique. Ah, OK, fait que ça protégeait un peu les compagnies. Ils pouvaient dire, ben nous, on fait des efforts pour être plus éthiques, nos appels d'offres. On a passé la norme éthique IGO 9002. OK, donc nos appels d'offres sont bien faits, bien montés, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de pot de vin, puis là, tout ça, tout le monde était content, ça garantissait une certaine éthique, comme tu dis. Ouais.
Alors, avec ce qui se passait au Québec, Oui. pas besoin de dire que son entreprise va connaître un franc succès. Il aurait même gagné le prix du public Gaz Métro lors du 14e concours québécois en entrepreneuriat. En entrepreneuriat. OK. Entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Je sais pas. Ça a l'air que c'est comme ça s'écrit. D'accord. Surfant sur cette réussite, il va obtenir de l'ancien directeur de l'unité anticorruption du gouvernement, Jacques Duchesneau, une lettre de recommandation. Oui. Même. Lettre qu'il va utiliser pour obtenir un poste chez MREX. OK. MREX est un collège de formation pour les gestionnaires de parcs immobiliers. OK. On est rendu maintenant en 2019. Très successful, là. Oui, il y a le vent dans les voiles. Monsieur Bordelot est très successful. Ouais. Donc, 2019, Dr. Chris commence à investir dans différents projets immobiliers et développe sa présence sur les réseaux sociaux, dont Facebook, YouTube. Il est partout. Instagram, TikTok, name it. Sous le nom Dr. Christian Bordelot, PhD. Bon. Rapidement, il va commencer à exprimer sur tous ses réseaux comment il a fait exploser les revenus de RMEX, comment il est indispensable pour la sphère entrepreneuriale du Québec. En février 2023, donc il s'est passé quand même pas mal de temps, une firme comptable, en fait, qui a été engagée par MREX, va soulever des incongruités dans les finances de MREX. OK. On découvre entre autres... C'est-tu sa firme ou il travaille pour cette firme? Il travaille pour la firme. OK, parfait, Ouais. excuse-moi. On découvre entre autres que Dr. Chris, qui avait plein accès au coffre, dans le fond, qui avait les clés de l'entreprise, en fait, il serait versé lui-même plus de 1,3 million de dollars en paiement injustifié entre 2019 et 2022. Tabarouette. Ça n'a pas été facile, la pandémie? Non, madame. Il se serait également payé 4 véhicules via l'entreprise, dont 2 Mustangs, un Lincoln Aviator et un Ford F-250 pour environ une valeur de 90 000 $. OK! Mon Dieu Seigneur. il y avait un gros train de vie. Ouais, c'est ça. C'est 4 voitures. Mais, des fois, la compétence, ça se paye. Ouais. Si le gars il est vraiment calé et qui fait vraiment grandir l'entreprise. Est-ce que c'était le cas, Nicolas? On va y arriver. OK. Pour terminer, il aurait utilisé la carte Amex de l'entreprise pour ses dépenses personnelles, dont un abonnement à un site de rencontre pour Sugar Daddy, Seeking Arrangement, à 99 $ US par mois, des dizaines de milliers de dollars en meubles pour sa maison, un vélo de montagne de plus de 5 000 $ et je passe d'autres dépenses plus petites. Et là, il faut se rappeler que Seeking Arrangement, c'est quand que... Écoute, là, je vais parler en termes de hétéronormativité, facile. T'es un monsieur, tu te sens seul, tu as des bidous, tu t'en vas sur Seeking Arrangement, puis il y a une madame, souvent, je pense que c'est la clientèle, qui va t'offrir de son temps en sachant très bien que c'est un bel arrangement, d'où le titre, parce qu'elle a du temps et des charmes et que toi, tu as des bidous, puis qu'ensemble, vous allez faire un petit bout de chemin. C'est ça. Fait que il n'y a absolument pas de mal à ça, mais de prendre la carte de crédit de la compagnie pour faire ça, je ne sais pas. Non, c'est ça, c'est ordinaire. MREX aurait signé un contrat d'emploi avec Dr. Christian avec un salaire annuel de 104 000 $. OK. À la base, donc plus le compte de dépenses et la voiture de fonction. Une voiture de fonction. C'est ça, parce que 104 000, c'est un bon salaire, mais tu peux pas avoir 4 chars puis entretenir une madame en plus. C'est ça. Mais il aurait détourné en tout et partout à travers les années plus de 1,7 million de $. Fait que c'est la différence entre ce qu'il aurait dû avoir et ce qu'il a pris en réalité. Mais lui, Dr. Chris prétend et aurait une photo à l'appui du contrat signé, en fait, entre les deux parties, que ce serait plutôt un salaire de 278 000 $, mais ça laisse tout de même un écart de 1,1 million au lieu de 1,7 million. OK. Bref, MREX poursuit Dr. Chris à cet effet. En plus, Dr. Chris utilisait les fonds de MREX pour payer un étudiant en finance afin que ce dernier rédige les différents textes pour sa panoplie de réseaux sociaux. Oh. Il y avait des textes sur
quoi faire pour peu importe les situations. Oui, c'est ça, des textes informatifs. Il y a plein de monde qui font ça. Not financial advice. Oui, c'est ça. 10 choses à ne pas... 10 erreurs à ne pas faire pour prendre sa retraite. Tout, mettons. Il y a plein de monde qui font ça, des auteurs fantômes. Ceci étant dit, ça enlève un peu de lustre à ton blason. Là. Quand c'est connu là, que tu n'écris même pas tes propres articles. Tout à fait. Et ça a été payé avec les fonds de MREX et mis sur le Facebook personnel de Dr. Christian Bilodeau, PhD. Bordelot. Bordelot ou ouais. Bilodeau? Bordelot. Bordelot. Ouais. C'est mêlant. Moi, je sais. Bordelot, parfait. Ces textes avaient été publiés, c'est ça, sur sa page Facebook. Et selon l'étudiant, le docteur Chris en question lui devrait toujours 10 000 qu'il n'a pas payé pour ses articles. Ah, ben ouais. Ça, c'est la poursuite principale, OK? Mais là, attends de voir qu'est-ce qui s'en vient. Premièrement, Dr. Chris, on va arrêter de l'appeler Dr. Chris, OK? Ses études à Harvard, à Oxford, c'est pas des vraies études, là. Ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a complété des micro-programmes en ligne que tu peux t'inscrire à partir de ces écoles. Ouais. Il y en a beaucoup de micro-programmes en ligne qui donnent quand même un certificat. Oui, mais... Tu deviens pas docteur. Exact. Oui, c'est parce que être docteur, là, c'est 8 ans des recherches, un directeur de thèse, une thèse, tu finis plus ta thèse, t'as mal au cœur, t'es pas payé, t'as pas de plaisir, tu découvres de quoi, puis là, finalement, tu finis par avoir une thèse, puis là, peut-être appelé docteur. C'est pas parce que t'as fait un micro-programme à la London School of Economics que t'es docteur en finance, là. Non, parce que moi, j'ai fait des micro-programmes en salubrité, là, puis je suis pas docteur en salubrité. Vive les années de restauration. Exact. Aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que Christian, c'est un mythomane. Ah! Okay? Il va déformer la réalité pour en faire autre chose. Ça vient de loin, en fait, ce trait-là de caractère. Au début de sa carrière, il s'était enrôlé dans l'armée. Okay? À l'occasion d'un défilé dans l'armée, il aurait cousu des ailes de parachutisme et une médaille du service spécial de l'OTAN à son uniforme. Quand son supérieur va l'interroger à propos de ça, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il est comme plus hot qu'il est supposé, il aurait fourni un faux certificat qu'il avait fait faire par un ami infographiste. Après avoir fait face à la cour martiale de l'armée, il aurait été libéré avec mention honorable. Permets-moi d'en douter. Là. Dans son parcours en immobilier et sur les réseaux sociaux, il n'a pas peur de se vanter et de s'auto-titrer comme le Top Gun de l'immobilier. Les autres, selon lui, c'est des ticounes. Il utilise ce qu'il peut pour recruter d'autres investisseurs, flashant ses faux diplômes, ses faux postes importants dans les grosses compagnies, dans les grosses entreprises. Il aurait dit qu'il était PDG, il avait travaillé à la Caisse de dépôt et placement du Québec, des choses comme ça. L'AMF? Ouais. L'AMF ou la Caisse de dépôt et placement? Caisse de dépôt. OK. Souvent, c'est vrai, il a travaillé là, mais il n'était pas CFO de la Caisse de dépôt. Là. Non. On s'entend? Il est comme analyste ou whatever. Oui, c'est ça. Il y a eu des postes, il a travaillé là, ce qui est quand même bien, là, mais il faut, c'est ça. Il faut pouce, mais pouce égal, comme on dit. Il faut remettre ça en perspective. Ouais. C'est ça. Mais il a quand même ouvert avec plusieurs investisseurs aussi des petites compagnies, des choses comme ça pour investir. Lorsqu'un investisseur justement va le questionner sur un 35 000 qu'il aurait pris à même la marge de crédit pour se construire une piscine creusée, il va prétendre avoir des connexions avec les moteurs et que ceux-ci exécuteraient ses ordres sans poser de questions pour faire peur à son collègue, partenaire investisseur dans une compagnie pour qu'il se ferme le clapet sur... OK, mais moi, j'aurais peur, là. Ben, écoute, après, tout le monde pense que c'est pas vrai, là. OK. Dans le fond, qu'il y aurait des connexions. Il est tout de même plein de ressources. Une perquisition avait été prévue chez lui le 20 mars dernier, en 2024, à son domicile. Il y aurait une policière de la MRC des collines de l'Outaouais, parce qu'il est dans la région de Gatineau. Une policière l'aurait prévu la veille de la perquisition. Prévenu la veille? Prévenu la veille. Ah ouais. Ça lui aurait permis de détruire plusieurs preuves, justement, préalablement, et de cacher
probablement de l'argent aussi. Oh là. my S'il se fait God! saisir des fonds, des affaires comme ça. Mais là, elle, on sait c'est qui. Il y a eu là. une enquête sur elle aussi également. Les détails de l'enquête n'ont pas été révélés, mais en tout cas, il y aurait peut-être eu confusion avec une autre perquisition qui avait lieu et en tout cas, un prête-nom pour Christian. Ça a l'air un petit peu compliqué, là, mais bref. OK, mais il l'a su pareil. Il l'a su pareil, puis ça lui a permis d'effacer des textes, Oh. des courriels. Ben, c'est vrai qu'il y a plein de ressources. Ouais. Ça devait être une disciple de docteur Christian. Il doit y avoir dit de placer de l'argent dans telle affaire, puis elle l'a fait, puis elle l'a Je fait. sais pas. Bref, on va garder un œil ouvert là-dessus. C'était mon champion de la semaine. Ça, c'était comme le dossier dans la presse. Ouais, j'ai principalement pris les 2-3 articles qu'il y avait dans la presse là-dessus là, qui suivaient le dossier là, pour le champion. Ouais, des fois, ils font ça, les journalistes, ils se mettent à creuser, puis ils creusent, puis ils trouvent, Ouais. puis ils creusent, puis ils trouvent. Oh my God! OK. Mais, c'était amené un peu comme si c'était la déchéance d'une figure de proue, là, parce Oui. que depuis 2012, ça fait 12 ans, jusqu'à récemment, là, dans le fond, où on pensait que c'était quelqu'un qui avait vraiment apporté quelque chose, puis qui était vraiment successful. Ouais, puis doué, puis instruit, puis Ouais, qui avait c'est des ça. nouvelles connaissances, puis... Jusqu'à temps que tu creuses, finalement. Puis... Ah, il y en a du monde de même, là, au Québec, là, des chefs cuisiniers, des journalistes qu'on a découvert que finalement, Ouais. c'est C'est ça. fou, hein? Ouais. Autant qu'il y a du monde qui ont le syndrome de l'imposteur Oui! et que c'est pas vrai, là, autant que d'autres là, sont imposteurs et l'assument là, jusqu'au bout. Mais les gens, comme dirait ma mère, qui se prennent pas pour un 7-up, là, les gens qui se pensent plus gros que nature, ont souvent beaucoup de succès. Ouais. Tu sais, fake it until you make it. Là. Ouais, Tu sais, exact. si t'es capable de le faker, que t'es hot, puis que t'es bon, puis... Ouais, mais il y a une différence entre faker et mentir. Non, je sais bien. Je sais bien. C'est ça que je suis en train de dire à nos 450 000 auditeurs. Là. Faites attention. Ouais. Ouais. Alors? Maintenant, ton cas de JP, que ça m'intéresse vraiment. Ouais? Ouais. D'habitude, tes cas m'intéressent pas. Non, c'est pas vrai. C'est ça, tu D'habitude, ça m'en m'intéresse pas pendant tout. Mais là, je suis curieux. J'ai jamais entendu parler. Ah, c'est ça, moi non plus, jamais. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu un lead sur Reddit qui disait « Avez-vous déjà entendu parler de ça? » Puis là, je me suis mis à creuser, puis il y avait des articles, mais il y avait un article dans la presse, mais principalement des articles anglophones. Ah ouais, bon. Oui, fait que I read the article in English. Tu peux right-clicker, hein, puis faire comme translate tout français. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Il est tard quand je fais mes cas, fait que Ouais, c'est ça. j'ai besoin d'aide de Google. OK, aujourd'hui, je te parle de la station de ski J-Peak, un centre de villégiature important dans le Vermont, très populaire auprès des Québécois. C'est une gigantesque histoire de fraude et de corruption que je connaissais pas, puis qui semble, comme je t'ai dit, avoir davantage été couverte par les médias chez nos amis américains. J-Peak est le domaine skiable le plus au nord du Vermont, à 8 km seulement de la frontière du Québec. OK. On dit que cette station reçoit plus de neige que n'importe quelle station à l'est des Rocheuses et que la plupart des stations de l'ouest aussi. Cela serait étroitement lié à ce qu'on appelle le J-Cloud, OK? Ah ouais. Ouais, qui, selon tous et chacun, enneige la station de plus de 9 mètres de neige par année. Tu sais, souvent, on dit comment ça qu'il y a bien de la neige? Ah, c'est à cause du J-Cloud. Les autres, ils ont acheté leur propre nuage. C'est comme un courant, comme le El Niño. Tout le monde parle du J-Cloud là, en disant « Ah oui, mais ici, c'est particulier, c'est un microclimat, c'est le J-Cloud. » Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, les skieurs attribuent la quantité et la qualité, surtout, de la poudreuse à ce J-Cloud qui déverse, selon eux, la meilleure neige. Le ski à J-Peak a commencé en 1957, mais a véritablement été accessible 1957, excuse-moi, oui. Mais a véritablement été accessible vers le milieu des années 60, quand on a installé un télésiège et une télécabine. Fait que ça a commencé petit. Ben ouais. Un peu plus tard, dans les années 70, on a fait un hôtel de 48 chambres.
Donc, l'hôtel a ouvert ses portes. On l'appelait le J-Hotel. Y avait-tu toujours un télésiège? Je sais pas dans ce temps-là s'il y a une télécabine. Une télécabine. Peut-être que le monde il descendait moins vite, puis c'était correct. Ben, peut-être qu'il y avait un télésiège, pas de cabine, Ben, c'est peut-être un téléphérique. puis une avec une cabine. Ça me surprendrait qu'il y ait juste une cabine qui fait le tour. Là. Non, mais tu sais, il y a des télésièges, pas de cabine, Ouais, c'est ça. et une télécabine. OK. Ouais, des fois, tu sais, ils mettent une cabine parce que quand tu montes, c'est beau, puis que tu as une vue panoramique, Ouais. c'est super. Surtout là. quand c'est long, puis quand c'est au vent, puis tout Oui. ça, des fois... Ou des fois, c'est juste vraiment pour une vue panoramique, mais là, Ouais. quand t'es tout emmitouflé puis que tu t'en vas skier, tu peux bien se être sur des chaises au grand vent. Là. Ouais. Donc, maintenant, il y avait le J-Hotel. À cette époque, la montagne était populaire auprès surtout des habitants de la région, OK? Mais aussi des Canadiens. Mais il fallait vraiment aimer les défis et les sous-bois, OK? Parce que on dit que la clientèle de la région n'était vraiment pas riche, même assez pauvre. Et il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. En tant que Canadien, quand tu te rendais à JP, tu étais un passionné de ski. Ah ouais? Oui, dans ce temps-là, oui. On dit même que plusieurs skieurs, excessivement passionnés et pas très nantis, avaient du ruban adhésif sur leur équipement. Tu sais, c'était vraiment une montagne pour le monde qui n'avait pas beaucoup de sous, mais qui tripait sur le ski. Pourtant, c'est supposément la meilleure montagne. Oui, mais en 1960, elle était très peu connue. Ouais. En 60, là, tu devais pas faire aller-retour. Là. Non. Je sais pas, hein? Hey, je sais pas, mais en 60, je veux dire, il fallait que tu sois quelqu'un d'extrêmement, je sais pas, avant-gardiste pour dire je vais aller faire du ski. Ça me fallait, tout le monde faisait du ski en 60. D'après moi, je sais pas. Je connais personne. Moi, me semble mes grands-parents faisaient pas de ski, là. Non, mais c'est sûr que ça a toujours été un sport de personnes qui ont de l'argent à dépenser pour ça. Là. Oui, je pense que oui. Puis en plus, il faut que tu te déplaces. Fait que c'est sûr que nous, on a grandi, on a vécu à Montréal. Là. Oui, c'est fait sûr. que le monde qui font du ski à Montréal, il faut vraiment se déplacer. Quand tu restes en région à côté d'une montagne, ça doit être plus populaire et justement, ça coûte moins cher. Ben c'est ça. Dans ce coin-là du Vermont, les gens faisaient beaucoup de ski. C'était comme la chose à faire dans la région. T'allais habiter là pour faire du ski. Tu sais, en fait, les gens étaient juste là et c'était l'activité. Okay. Parce que c'était une région assez pauvre. Ouais. Comme je t'ai dit, les emplois étaient rares au Vermont. La population est super dispersée, puis il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée qui nuit vraiment quand vient le temps d'attirer des entreprises dans la région. Hein, parce que c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas d'entreprise, le monde, ils font un moins gros salaire. Et parce qu'il n'y a pas d'entreprise, puis quand les entreprises veulent aller s'installer quelque part, il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Fait que c'est dur de développer une région. Je te présente Bill Stenger. Bill Stenger est un Américain passionné de ski. OK? Jeune, lui, il dévalait les pentes. Il dévalait en fait les collines dans l'État de New York avec des skis en bois. Oui, mais tout était en bois avant. Oui. En 1964, il se rend à Mont-Tremblant au Québec. Là, il va skier pour la première fois. Parce que ça a l'air qu'en 64, Mont-Tremblant était ouvert. C'est un véritable passionné. Il va initier même sa future femme, Mary Jane, à ce beau sport. En fait, je l'ignorais, mais écoute bien ça. On connaît tous un passionné ou une passionnée de ski. Puis moi, ça m'a toujours fascinée parce que faire du ski, c'est compliqué, c'est prenant, c'est un gros investissement de temps et un gros investissement d'argent. Il y a un neurologue, j'ai fait un petit aparté comme t'aimes les faire, John Kitchin, qui a même élaboré une théorie de pourquoi le ski, entre autres, était si addictif. En fait, c'est un neurologue qui a quitté sa profession pour faire du roller. Ah ouais? Et là, tu vas te demander c'est quoi le rapport? Du roller disco? Non, c'était comme du rollerblade, je pense. Ouais, sûrement des patins à 4 roues. Oui, je pense, oui. Il semblerait que les sports qui impliquent des mouvements latéraux, comme de genre aller et vient, de genre de slalom, stimulent l'otolite qui est situé dans l'oreille interne, puis ça déclenche des sensations de grâce et d'euphorie. Eh bien. Oui, ça l'explique pourquoi il y a des sports de genre de va-et-vient comme du roller, du ski, de la planche à neige, du skateboard, du longboard. Ah ouais. C'est des
sports qui sont addictifs parce que ça stimule quelque chose dans ton cerveau. En même temps, c'est un moyen de propulsion. Là. Je veux dire, tu fais ça parce que physiquement, c'est ça qui te permet d'avancer, de Ouais. contrôler. Ouais, mais c'est pas le moyen le plus efficace, là. Dans le sens que le vélo, pour te déplacer, je pense que c'est plus efficace. Mettons, là, t'as pas de char. Oui, mais mettons, tu mets pas de pédale ou de moteur sur un vélo, faut que tu te propulses d'une façon. Là. Oui. Ouais, mais tu fais pas de slalom. Oui. Ben, en tout cas, bref. Sur un vélo, tu fais pas de slalom. Non, sur un vélo, non, parce Non, que c'est tu ça. pédales. Oui, c'est ça. Ben, Ouais. c'est ça qu'il disait, lui, que tous les sports de slalom Ouais. étaient comme genre, pas addictifs, mais qui stimulaient de quoi de vraiment c'est comme spécial. si... Ah, OK. Ouais. C'est intéressant. Ouais, je sais pas si c'est vrai. OK, je reviens à Bill Stenger. Bill Stenger, il a commencé à travailler dans le domaine du ski en 75 because il capote sur le ski. Il va être nommé directeur général de la station G-Peak en 1984 par le propriétaire de la station, Jacques Hébert. Il s'appelait Jacques Hébert, le propriétaire de la station G-Peak en 64. À ce moment-là, le nombre d'hébergements dans la région était super limité, puis la station présentait des équipements assez vieux et désuets. OK? C'est à cause de ça s'appelle J-Peak. Hey, je sais pas. Jacques, peut-être J. Hey, c'est une bonne question. Je le sais pas. Je vais creuser, je vous reviens. Ouais. Vu que la station avait des équipements vieux et désuets, c'était un projet qui excitait vraiment Bill parce qu'il sentait qu'il pouvait être utile à la région. Puis lui, c'était sa région, fait que ça le faisait vraiment triper de faire grandir, de faire rayonner sa région. Alors, Bill Stenger prend vraiment ça à cœur. Il veut faire la refonte complète de la station de ski dans les années 90, OK? Fait qu'il tente par tous les moyens de trouver des investisseurs. C'est super tough, OK? Comme je te dis, c'est pas une région riche. Non, c'est ça. Puis les entreprises ne s'installent pas dans cette région-là, entre autres parce que la main-d'œuvre est hyper dispersée, là. Moi, je passe souvent par le Vermont pour mon travail. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est un gamble pour un investisseur. Oui. Tu as un illusionné, là, t'as un visionnaire là, qui fait comme « Hey, il y a une montagne là, puis la neige est malade, puis je skie là depuis que je suis tout jeune, mais il n'y a pas d'installation, donnez-moi de l'argent, on va installer, puis le monde, ils vont venir. » Oui, exactement. Ah ouais, qu'est-ce qui dit que le monde va venir? Ça devrait. Je pense à ça devrait. D'après moi. Oui. I have a dream. Ouais, c'est ça. Vu que pas vraiment d'investisseurs sont sérieux, Bill est déçu plusieurs fois par des partenariats qui tombent à l'eau. Il travaille vraiment, vraiment fort. C'est alors que Bill découvre le programme EB5. Je t'explique c'est quoi. Le programme EB5 est un programme gouvernemental fédéral qui est géré par les États américains. En fait, c'est très simple. Les étrangers de partout sur la planète qui souhaitent venir s'installer aux États-Unis et qui souhaitent de devenir éligibles à un visa, aussi appelé carte verte, peuvent le faire en échange d'un investissement de 500 000 $ qui crée au minimum 10 emplois. OK. Donc, si tu as de l'argent, tu peux devenir citoyen américain. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est que les investisseurs étrangers seront moins réticents à investir dans des régions des États-Unis économiquement moins favorisées. On parle de projets à risque que les prêteurs traditionnels ne sont pas intéressés. Ouais. Donc, tu prends quelqu'un qui vient d'un pays très lointain, tu fais comme, on va construire une grosse station de ski dans le Vermont. Lui, il fait comme, hey, mais d'accord. Ben écoute, ça se si que je paye 500 000 comme frais pour immigrer ou que je te donne 500 000 pour un projet, lui, ça revient à la même affaire. Peut-être qu'en plus, il va revoir son argent. Ah oui, tout à fait. C'était genre c'est un investissement. C'est ça. Il est supposé revoir son argent. Au risque. Oui. Donc peut-être que ton argent ne te reverra jamais, mais au moins, tu vas avoir eu ta citoyenneté. Oui, exactement. Je ne sais pas s'ils étaient supposés comme revoir leur argent, mais des fois, pas nécessairement avec beaucoup d'intérêt. Avec la mondialisation puis le libre-échange maintenant, c'est plus vraiment intéressant. Là, je veux dire, n'importe qui peut aller chercher de l'argent de n'importe qui dans le monde. Tu n'as plus besoin de ça. Ben, en fait, c'est parce que c'est un bon deal à cause si tu deviens un immigrant économique. Ouais. Et en fait, c'était surtout utilisé dans ce temps-là, puis je pense que j'en parle plus loin, pour des femmes avec des enfants en âge d'aller à l'université.
OK. qui voulaient venir aux États-Unis pour que leurs enfants aient un bel avenir et qu'ils puissent étudier dans les meilleures universités. Le papa restait dans le pays d'origine, souvent la Chine, les pays du Moyen-Orient. Il envoyait aussi peut-être pour des questions de sécurité, là, des fois aussi dans certaines... mais des investisseurs quand même, des gens bien nantis, là, Ouais. qui envoyaient la femme et les grands-enfants aux États-Unis. Donc, ils voulaient la carte verte pour donner un meilleur avenir à leurs enfants Ouais. presque adultes. Donc, c'était beaucoup utilisé dans cette optique-là. Si le programme EB5 était peu populaire dans les premières années, il a ensuite gagné en popularité quand le gouvernement a un peu assoupli les règles en autorisant, par exemple, les investissements communs. Donc, avant, il fallait comme un projet, un 500 000. Mais là, tu peux avoir un projet et plusieurs 500 000. OK. Fait que ça permettait d'avoir des gros projets. Puis, en plus, il a permis aux investissements de créer indirectement des emplois au lieu de directement. Ah, mais ça... Ben, c'est ça. Ouais. Fait que si tu mets, je sais pas moi, n'importe quel projet que tu fais, oui, mais dans le fond, ça l'aide les gens, puis à cause de ça, le restaurant à côté roule plus, puis ils ont engagé une serveuse de plus, ben bingo, tu as créé Ouais. indirectement des emplois. Ça vient plus touchy. Ben, c'est ça, mais ça vient surtout beaucoup plus facile Oui, c'est ça. de justifier des projets. Après la crise de 2008, je pense que c'était les Panama Papers en 2008. Ouais. Oui, dans la crise des États-Unis, la crise financière, les prêteurs traditionnels étaient vraiment sévères. Fait que ce moyen de financement, le programme EB5, a connu une grande visibilité. Et en plus, la fonction d'intermédiaire ou de courtier a vu le jour. C'est-à-dire qu'il y avait des courtiers puis des conseillers juridiques qui ont commencé à chercher des projets qui avaient besoin de fonds pour ensuite recruter des investisseurs étrangers, moyennant une commission. Ben oui. L'ancien commissaire du service d'immigration, devenu consultant en immigration, naturellement, il a changé de job, a déclaré au Times, selon une traduction libre, et ça, j'ai trouvé ça tellement arrogant. Il a déclaré « Nous avons fait un excellent travail avec les boat people et je pense que quelques yacht people ne feront pas de mal à l'Amérique. » Hey boy! Oh yeah! Il a fait, ouais, on a eu des boat people, maintenant on a des yacht people. C'est Arrogant. Ouais. Très arrogant. Il va sans dire que le programme EB5 était un programme pour les gens fortunés qui voulaient peut-être fuir le pays d'origine ou qui voulaient immigrer pour des politiques désavantageuses financièrement. Ouais. Tu sais, genre ça coûte trop cher d'impôts. C'est comme tu dis, si c'est pas pour toi, si ton enfant ouais. qui va probablement de toute façon hériter de ta fortune et si lui peut avoir la citoyenneté américaine, ça va y ouvrir des portes aussi pour continuer à fructifier, là, parce que oui. Quand tu es dans un pays, peut-être qu'il n'y a pas d'avancée ou de libre-échange avec un autre pays ou n'importe quoi, en étant citoyen américain, ben là, tu viens de t'ouvrir les portes du monde. Là. Oui, puis il disait aussi que c'était extrêmement bien vu dans certains milieux d'avoir un deuxième passeport. Ouais. Alors, avoir le passeport américain qui ouvre quand même plusieurs portes dans le monde, c'était comme bien vu. Ouais. Nous, au Canada, notre passeport ouvre toutes les portes parce que tout le monde aime le Canada, en gros. Ouais, c'est ça. Mais certains pays, ça marche pas comme ça. Il y a des pays que tu ne peux pas aller avec ton passeport. Donc, avoir un passeport américain, c'est très avantageux. Mais ne serait-ce que pour ta business. Ouais, c'est ça. Ta propre business, parce qu'on parle du monde, ils sont pas tout nus, là. Ils ont 500 000 à donner, là, de même, là, ou plus que ça pour plusieurs de leurs enfants. Ils ont de l'argent, fait qu'avoir un passeport américain, ça peut être bien pour eux. Aussi, tranquillement, on apprend comment rendre les projets admissibles pour le programme EB5 et plus lucratif. Par exemple, on en combine plusieurs comme des hôtels, des condos, des boutiques, des centres d'achat, même si les projets n'ont pas vraiment de lien entre eux. Comme le programme Hudson Yards à Manhattan, qui était le projet immobilier le plus coûteux de l'histoire des États-Unis, a été financé grâce à 1,2 milliard provenant du programme EB5. Ben voyons donc. Oui. Non, c'est fou ce qui a été construit à cause de ce programme-là. Et il y a même eu des programmes que c'était, mettons, dans une ville donnée,
À l'autre bout, tu as un centre d'achat. À l'autre coin, tu as un cinéma avec un centre de villégiature. Puis là, tu as une tour à condo immense dans un autre coin. Puis là, ils appelaient ça tout le même projet, cœur de la ville. Et là, ça devenait un projet. Et là, pow, on recrute des investisseurs. C'est horrible. Là. Tout l'argent... T'sais, si j'étais américain, je serais vraiment choqué. Là. Oui. C'est tout de l'argent qui, au final, s'en va dans les poches d'individus. Oui. Parce que ces projets-là appartiennent à des individus. C'est de l'argent qui, en réalité, devrait retourner peut-être à l'État pour payer des dettes, payer des services, payer des... Ou du moins, tu sais, créer directement des emplois. Ah oui, des tout choses à comme fait. ça. Ben, c'est ça que c'est supposé faire. Ouais, mais il y a eu des dérives. Ben, c'est ça, maintenant que t'as comme... Tu sais, défait ça un peu... t'as dénaturé le programme, c'est rendu des jobs indirects, c'est rendu que tu peux mélanger les affaires, que tu as des firmes qui se spécialisent là-dedans. Dans le recrutement. Dans le recrutement, mais aussi dans le contournement. C'est comme, tu sais, donne-moi une cote sur ton projet. Fait que déjà là, quand quelqu'un a une cote, généralement, le coût du projet va augmenter. Ouais. Parce que c'est pas vrai que tu vas comme baisser ton revenu à toi. Ça veut dire que tu augmentes le coût du projet. Tout à fait. C'est comme, rentre-moi dans ton projet, puis je vais m'assurer de tout marquer les affaires comme il faut pour être sûr que tu passes. Oui. Même si en théorie, c'est pas vrai au final, en tout cas. Non, c'est ça. Puis je vais recruter des gens qui savent pas c'est où le Vermont, ont jamais fait de ski, ils veulent juste leur carte verte. C'est ça. Et je vais leur dire, regarde, ferme les yeux, donne-moi 500 000, je vais te trouver une carte verte. Tu sais, c'est pas... C'est borderline, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK. Donc, non seulement Bill Stenger, j'ai assez de misère avec ce nom-là, je m'excuse. Stenger. Ça? Ben, je sais pas, mais c'est S-T-E-N-G-R, ouais. c'est ça? Fait que Stenger. Stenger. Non seulement Bill découvre le programme EB5 et commence à s'y intéresser, mais le propriétaire de la station, Jacques Hébert, décède subitement, malheureusement, au même moment. Ah ouais, OK. Stenger se met immédiatement à la recherche d'un acheteur pour J-Peak. Lui, il aime la station. Il ne peut pas l'acheter. Il n'a pas les moyens de l'acheter. Non, c'est ça. Mais le propriétaire est mort, puis il aime sa job, puis il veut comme sauver la station. C'est alors qu'il se met à discuter avec... écoute bien ça. Un monsieur, OK? Lui, il est propriétaire d'un condo à J-Peak. Il s'appelle Ariel Quiros. Okay. Retiens ce nom. On dit que Ariel Quiros a le regard froid et beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Le problème, c'est que même si Quiros n'est pas très apprécié des autres membres de la direction de J-Peak, qui le considèrent comme louche, Stenger, lui, il est super impressionné par son statut et l'argent surtout de l'argent, Quiros. ouais, c'est ça. Mais même les membres de la direction de J-Peak disaient que Stenger était quelqu'un de facilement impressionnant. Okay. Ils disaient, lui, là, c'est comme un fan fini. Si tu as un statut et tu as de l'argent, il capote. Il va être ton ami, il te suit partout, il te donne tout ce que tu veux. Il est comme facilement impressionnant. Mais il voit sûrement aussi un moyen d'arriver à ses fins. Là. Ben, à ce moment-là, il faut savoir que Stenger a déjà trouvé 17,5 millions de dollars auprès d'investisseurs étrangers, OK? Wow. Avec le programme B5. Ils sont débrouillards, ce monde-là. Très débrouillard. Mais il veut passer à la vitesse supérieure. Donc, il va convaincre Quiros d'acheter J-Peak avec une entente selon laquelle Ariel Quiros recevrait une rémunération correspondant à 15% du budget de construction. Quand on sait que tous les projets... excusez-moi, je recommence. Quand on sait tous les projets qui étaient dans l'air à ce moment-là pour faire la refonte de la station, cette rémunération est super avantageuse. Donc, Ariel Quiros paie 25 millions pour le domaine. Il va nommer Stenger PDG, of course. Ouais. Et il va donner aussi à Stenger des parts de 15%. Il va dire, si tu travailles bien dans 5 ans, tes parts vont être de 20%. Fait que là, c'est tout du monde, là, qui se font un plan de feu, qui vont tous prendre une cote là-dedans. Quiros va transférer tous les finances du projet J-Peak, parce qu'il est à lui maintenant, dans une banque appelée Raymond James, en Floride.
OK. OK? Et, en passant, le responsable de tout ça, de toutes les finances, c'est son gendre. Raymond James. Non, OK. c'est Joel Burston, mais dans la banque Raymond James. Ça me dit rien. Non, moi non plus. OK. Je trouvais ça juste drôle que la banque, elle s'appelle Raymond James. Raymond. Écoute, ça sent le conflit d'intérêt à plein nez. Là. Hey, Ben. où est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt? Mais en même temps, je me dis, il a acheté la montagne, il a bien le droit de changer de banque s'il veut. Oui. Tu sais, à quelque part. Mais là, il y a de l'argent qui vient de partout, d'un programme gouvernemental, puis c'est son gendre qui gère ça. Il n'y a pas beaucoup de filets de sécurité. Là. Bill, lui, s'en fout un peu, OK? Pendant les années suivantes, il voyage partout à travers le monde, OK? En Asie, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et en Amérique du Sud pour recruter des investisseurs pour le programme EB45. OK. Lui, c'est ça sa job. Et il travaille aussi avec Douglas Hulme, un consultant spécialisé dans le programme EB45. Ouais, c'est le genre de gars qui se prend une cote. Lui, il trouve des contacts à l'étranger, prêts à investir dans l'économie américaine. Tout du monde qui ont 500 000 $ à donner. Et naturellement, Douglas va se ramasser une commission de 50 000 $. OK? Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va investir 500 000, il se ramasse une commission de 50 000 $. Quand même. Ouais. Puis comme je t'ai dit, dans ce temps-là, la clientèle, c'était des mères avec des enfants en âge d'aller à l'université. Donc, Stenger devient proche aussi des dirigeants politiques aux États-Unis, dont le sénateur du Vermont et les membres du Congrès. Comme je te dis, lui, quand tu as de l'argent puis du pouvoir, il est bien impressionné. Il siège au Conseil économique du gouverneur. Il va remporter le prix du citoyen de l'année par la Chambre de commerce de la région. Les affaires vont bien, l'argent rentre à la pelletée. On va commencer la construction d'un hôtel de 120 chambres à J-Peak et d'un parc aquatique intérieur. Eh boy. Ouais, c'est big. Et c'est vrai, en fait, que ce projet va faire travailler beaucoup de gens dans la région. Et ultimement, lui, ouais, c'est vraiment des jobs directs. Là. C'est pas juste du monde dans le village à côté. Là. Quand tu construis un hôtel, tu construis un parc, ta montagne a plus en plus de skieurs, donc plus en plus de personnel qui travaille. Oui, il y avait beaucoup d'emplois saisonniers, mais il y avait énormément de gens qui travaillaient à la construction. Là. Puis, en plus, ouais, honnêtement, là, Bill Stenger, ça le rendait hyper heureux, OK? C'était vraiment quelqu'un d'impliqué dans la station. Il reste qu'il passait de longues heures à la station. Il travaillait très fort, commençait très tôt, finissait très tard, voyageait beaucoup. Il y avait vraiment ça à cœur. Là. Ouais. Je t'annonce que ça vire mal, mais... ça semble être quelqu'un qui a vraiment un projet et une région et quelque chose à cœur et qui s'allie avec du monde qui lui joue dans le dos un peu. Qui sont là plus pour leur poche, puis profiter de la naïveté, peut-être? Un peu, oui. Mais tu sais, Stenger, lui, il fait son gros possible. Puis c'est important de comprendre aussi qu'à ce moment-là, son train de vie ne va pas changer. Lui, il reçoit tout le temps son salaire de directeur général, OK, qui n'a pas changé. Il reste dans la même maison, proche de JP, qui est une belle maison, mais pas un manoir. Là. Mais lui, il se dit, c'est pas grave parce que j'ai des parts de 15 %. Puis ils vont monter à 20 %. Puis à la fin de l'aventure puis du projet, je vais casher out. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je vais être riche parce que là, je vais avoir comme 15 % d'un centre de villégiature de fou, là. Parce qu'il s'est construit le parc aquatique intérieur à JP, qu'il est là présentement. Là, c'est big, là. Cependant, Ariel Quiros, lui, il semble vraiment dépenser sans compter, OK? Il va faire l'acquisition de 2 appartements luxueux à Manhattan, puis il va financer aussi les partis politiques à coût de milliers de dollars. Cependant, les plus perspicaces commençaient à douter de la légitimité du projet, OK? Les uns à la suite de l'autre. Il y a 2 vérificateurs financiers qui vont quitter l'organisation. Ah ouais? Ouais, parce que c'était impossible. Ils étaient vérificateurs financiers et ça leur était impossible de consulter les états financiers. Ben là. Des fois, ils finissaient par en voir une partie, mais là, il y avait des irrégularités puis des transferts de fonds qui sautaient aux yeux. Et là, ils quittaient.
Il quittait ou il se faisait quitter? Non, il quittait. Il faisait comme moi, je signe pas Ouais, non, c'est d'audit ça. si je suis pas capable de voir les états. Mais non. Et là, Ça, théoriquement, ça aurait dû allumer une cloche. Là. ouais. Il y a des banques où le gouvernement aurait dû faire. Ça n'a pas de sens, ce projet-là. Les vérificateurs financiers, il y en a 2 qui quittent. Là. D'habitude, ça sonne une cloche. Ouais, là. mais Ça tout va. est dans tout. Hein, quand tu es là, tu fais vivre la région. Le monde, il t'aime dans la région parce que tu fais vivre. Oui, Tu apportes des jobs et de l'argent à la région. Tu payes les politiciens pour leur campagne. tout à fait. Je veux dire, quand le monde... Peut-être ça l'a passé là, sur le bureau là, du sénateur ou de je sais pas quoi là, de la région. Là, puis il a fait comme, tu sais, je vais le mettre en dessous de la pile là, parce que Ça je marche veux pas quand toucher même. à ça. Là, tu sais. Un, ça marche. 2, tu sais, c'est quoi pour de vrai le mal là-dedans? Là? Je veux dire, en plus, il a tout payé ma campagne, puis j'ai été réélu pour je sais pas combien de temps. Là. Ouais, et puis ultimement, les gens travaillent. Puis il n'y a Ouais. rien dans cette partie-là du Vermont. En T'sais, plus, théoriquement, c'est de l'argent qui arrive de l'extérieur. C'est même pas de l'argent des contribuables, à la limite. Là. Ben, c'est ça qui Indirectement, arrive. oui, là, mais tu sais. C'est effrayant, mais il y a une partie de ça aussi. C'est Ouais. comme, ben, si ces gens-là veulent mettre de l'argent dans de la neige puis dans un hôtel qu'on pense que ça marchera Ouais. pas puis qu'on sait pas trop où ce que l'argent va, ben, coudonc. Ben, on l'a déjà dit, je pense, dans le podcast, puis c'est plate, mais le monde marche comme ça, puis on le voit là, dans d'autres, on écoutait le Canadien Pacifique, là, l'épisode là, de podcast, puis c'est ça, si tu veux faire avancer les choses, faut que soit que tu coupes les coins ronds, ou soit qu'il y a quelque part, il y a de l'argent sale, ou les plus gros projets dans l'histoire Oui. se sont toujours passés comme ça. Parce que si Malheureusement. tu attends toujours que tout le monde ait son dû égal, puis que la paperasse se termine puis soit approuvée par tout le monde, tu n'avanceras jamais. Là. Ouais. Malheureusement. Je le sais. Oui, il y a une partie de moi qui est d'accord avec Là, ça. on parle de projets majeurs. Là. Oui, d'énormes Je parle projets. pas de faire là. une rénovation dans ton sous-sol, genre de pas prendre ton permis comme il faut. Là. Non, Je parle c'est des projets innovateurs qui changent le cours de l'histoire. Innovateur et historique, là, Oui. c'est ça. Que ce soit les pyramides, je veux dire, en Égypte, là, on s'entend, ça n'a pas été bâti avec un syndicat. Un syndicat, je veux dire. Oui. Que maintenant, JP, là. Oui, mais exactement. Et oui. Donc. Écoute, jusqu'à maintenant, comme je te dis, ça a l'air vrai. Tout a l'air sauce. Sauce. Tout a l'air. C'est sauce à l'os. C'est ça, ça a l'air suspect. Mais les fonds rentrent et Ariel Quiros achète même la station de ski voisine, Burke Mountain. Connais pas. OK. Burke Mountain pour 10 millions de dollars. Stenger est pas très impressionné par l'idée, mais ça l'empêche pas de convaincre Quiros d'embarquer dans un méga projet de 600 millions de dollars permettant de développer la ville de Newport. OK, Newport, c'est situé à une 20aine de kilomètres de Jay-Peak. Selon la littérature que j'ai trouvée, Newport, c'est un peu déprimant. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, sauf une prison d'État, qui est le principal employeur. La pauvreté est très présente. Stenger et Quiros, eux, ils voient grand. Ils veulent installer un hôtel, un centre de conférence, une installation pour une entreprise biomédicale coréenne, un complexe résidentiel et commercial et agrandir l'aéroport. Honnêtement, c'est comme jouer à SimCity dans la vraie vie. Ouais, c'est ça, hein? Moi, là, je regardais ça et j'étais comme, c'est malade. Je veux faire ça comme ça. Un gros terrain, là, puis c'est comme de moi des fonds illimités. Je vais mettre un code. Oui, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait, là? J'ai un terrain de temps par temps. Un aéroport! Yeah! Avec 8 postes de police alentour. Oui, parce que ça donne plus de tu montes sécurité. les taxes à 90%. Hey, c'est vraiment ça, là. Ils jouent à SimCity dans la vraie vie, ce monde-là, là. D'autres indices... Il y a juste la grosse araignée mécanique là, qui vient tout détruire ta ville après. Et là, t'as des références que j'ai pas. Ouais, pas grave. Bienvenue dans notre vie. OK. D'autres indices remettent en question tranquillement tout le projet. Il y a une résidente de Newport qui est une infirmière, OK, qui s'est renseignée sur le projet, là, le fameux projet d'usine biomédicale coréenne à venir. Parce que tout le monde trouve ça weird, OK? Pourquoi qu'une entreprise biomédicale coréenne viendrait
s'installer dans une région où est-ce qu'il n'y a aucune main-d'œuvre qualifiée. Fait qu'il va falloir comment t'appelles ça, encourager des scientifiques à venir habiter dans Newport. Parce que c'est pas comme si Newport était rempli de scientifiques qualifiés pour l'usine biomédicale puis attendait juste que l'usine s'installe, là. Ouais, mais on a déjà vu ça, là. Je veux dire, mettons, il y avait vraiment une compagnie coréenne qui voulait venir aux États-Unis pour toutes sortes de raisons légales, financières, whatever. De construire à côté une ville pour loger du monde que tu vas déplacer là-bas puis qui vont vivre là, ça s'est déjà vu. Ah oui, tout à fait. Puis c'est supposé attirer de la main-d'œuvre qualifiée. Mais c'est un aussi. long shot, là. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut que des gens comme toi puis moi, qui ont des qualifications, fassent comme « Ah, il y a des belles conditions, j'ai le goût de déménager là-bas, j'ai le goût de faire vivre, j'ai le goût de me partir une famille là-bas. » Tu sais, ça existe, là, mais il faut que tu t'assures de répondre aux besoins de ces gens-là. Parce que ces gens-là, là, ils ont le goût d'avoir une bonne épicerie, des bons restaurants, des appartements. Tu sais, c'est des gens qualifiés qui ont des sous puis qui ont le goût de vivre un certain style de vie. Il faut que tu répondes à tous leurs besoins. Ouais. Ben, ça devait être ça un peu Silicon Valley au début, là. Oui. Tu sais, je veux dire, ils ont construit tout ça, c'était nouveau, là. Puis c'est des grosses corporations qui ont été mettre leur siège social là. Puis t'engages des ingénieurs à gros salaire pour qu'ils déménagent avec leur famille, puis ils viennent travailler pour toi. Oui, mais on parle d'entreprises extrêmement volatiles qui peuvent faire des millions rapidement. Il suffit d'une qui fonctionne, qui attire de la main-d'œuvre qualifiée. Et là, on parle d'une station de ski, de restaurant, puis d'équipement biomédical, là, mais c'est vraiment, c'est pointu, là. Ouais. Mais ça se peut. Ça se peut. Cette infirmière-là, qui est résidente de Newport, OK, elle s'est renseignée, comme je te dis, sur le projet d'usine biomédicale à venir, OK? Elle a fait un rapport elle-même d'une 20aine de pages, puis elle l'a envoyé au procureur général de l'État. Elle, son point, c'était que la viabilité commerciale de l'usine était loin d'être gagnée d'avance. Elle dit, en d'autres mots, les produits que l'usine permettait de fabriquer, en ce moment, ils n'étaient pas commercialisables. Peut-être qu'un jour, ils vont avoir le brevet et le droit de faire ces produits-là et de vendre ces produits-là. Mais en ce moment, c'était pas commercialisable. En plus, l'entreprise coréenne qui était associée au projet, était en grande difficulté financière. Ah ouais. Ouais, fait que ça regardait pas bien. Et si elle, une simple infirmière, a découvert tout ça, là, ça devait être parce que t'avais rien qu'à googler un petit peu. Là, j'en mets pas ses compétences, là, mais je veux dire, c'est une simple citoyenne. Ouais. Tu sais, qui a découvert ça. Ça doit être des données disponibles publiquement, là, justement. Exactement. Les états financiers d'une compagnie, c'est à la bourse, tu peux aller sur leur site web puis voir leurs états financiers. Ben exactement. Et tu te rappelles de Douglas Ulm, le courtier qui récoltait 50 000 par tête de pipe recruté à l'étranger? Lui, il s'est tanné. Il s'est retiré du projet parce qu'il avait plus confiance aux finances de JP qui est de son organisation, OK? Naturellement, il avait déjà empoché 18 millions de dollars. Sûrement pas remboursé. 18 millions de dollars. À coût de 50 000. À coût de 50 000. Comment ça, je fais pas ça comme job? Puis ensuite, une fois qu'il a cashé out puis qu'il est parti, il a dénoncé les projets de Stinger et Quiros. Ah, juste c'est cheap, ça. Ouais, il a fait comme « Hey, tu sais quoi, ça n'a plus de bon sens, fait que je m'en vais puis je vous fais tout couler. » Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Fais-le ou fais-le pas, mais tu peux pas le faire. Puis en plus, après ça, une fois que t'as fini puis t'as effacé tes traces, faire comme « Ah, checker eux autres, là, ce qu'ils font, ils ont pas le droit. » Ouais, quand ça faisait son affaire, ça faisait son affaire. Puis là, ça, c'est cheap. Là. Et il a dénoncé Bill Stinger et Quiros à la SEC, OK? C'est l'équivalent de la AMF au Québec, la Security and Exchange Commission. En plus, Stinger a envoyé des lettres à certains investisseurs en leur disant que leur investissement, c'était plus une participation proprement dite dans un projet donné, mais finalement, c'était devenu comme un prêt remboursable dans 10 ans. OK. Il a envoyé des lettres aux investisseurs, à comme un groupe d'investisseurs. Mais c'est pas vrai. Ben là, il considérait qu'ils voulaient plus que ils changeaient la nature de leur investissement en claquant des doigts. OK. Naturellement, les investisseurs se sont plaints au gouvernement américain. Ben oui. C'était supposé être un programme américain. Tu peux pas changer les règles du jeu
en plein milieu de Non, ton c'est ça. investissement. Je t'ai dit que je te fais un investissement puis tu vas avoir des petites parts d'un gros projet. Finalement, je t'ai dit, non, tu auras 0 part, je vais te le rembourser dans 10 ans. C'était pas ça le deal. Non. Donc, écoute, là, la SEC a commencé à enquêter, OK, sur tous les projets de Stenger et de Quiros et le FBI s'est mis de la partie, OK? Ils ont découvert ce qu'on doute déjà, ils ont découvert ce qu'on se doute déjà. G-Peak et Burke Mountain avaient carrément été achetés avec de l'argent du programme EB5. Et par la suite, Quiros a continué à trouver des nouveaux investisseurs pour tenter de rembourser les premiers. Ça a rendu une affaire pyramidale. C'était carrément une chaîne de Ponzi. Wow. En plus, toutes les projections financières avaient été gonflées. Quand on estimait une certaine quantité pour des matériaux de construction, par exemple, ben on gonflait les chiffres, on ramassait les fonds, on achetait les matériaux, puis on se gardait la balance dans les poches. Ben ouais. Fait que ça coûte tant de briques, ça coûte, je sais pas moi, de l'asphalte pour 40 millions, ça va être 45 millions, on va se mettre 5 millions dans les poches. Tout était gonflé. C'est quand même spécial parce que faut vraiment qu'ils soient partis avec de l'argent. Parce que là, mettons, les investisseurs, ils donnaient 500 000, mettons, Ouais. pour une part. Mais quand tu donnes un montant fixe pour une part, tu peux jamais pas rembourser la personne. Je veux dire, Ben, si la personne demande à être remboursée, soit qu'elle va faire de l'argent selon les profits, puis elle va toujours recevoir une ristourne parce qu'elle Ouais. est comme, elle a une mais il petite... n'y a rien de garanti. Non, il n'y a rien de garanti, non. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas besoin non plus d'aller chercher des nouveaux investisseurs pour payer les anciens. Si ton projet n'a jamais rien abouti, tu n'es même pas redevable. Ah de non, ça. c'est parce que ça aboutissait, mais ça coûtait très cher. Ouais. C'est ça, c'est que ça finissait plus. Le centre aquatique intérieur, les tours à condos, Ouais, mais les eux, le hôtels... but, c'est d'avoir toujours des projets, puis toujours les investisseurs, puis continuer Exact. à empocher de l'argent là-dedans. Là. Oui, Tu sais, son affaire d'usine, là, oui, il s'en fout si l'usine va réussir, si la compagnie va faire faillite. Lui, le but, c'est de faire un projet avec le programme, oui, d'avoir de l'argent, puis s'en mettre une cote dans... exactement. Mais c'est pour ça qu'il y avait 50 000 projets aussi, c'est puis que ça. ça finissait plus, puis qu'il était rendu qu'il faisait carrément la ville de Newport au complet, là. C'est ça. Tu sais, un projet de 600 millions, là, il y C'est avait encore du abusé, tu sais, gaz. d'un programme qui est là pour aider des compagnies. Oui, C'est fou, là. oui, ça a commencé petit, ça a dégénéré, là. Donc, c'est aussi de cette manière-là que Quiros avait fait l'acquisition de terrains, donc en prenant l'argent des uns pour payer les autres, et de plusieurs propriétés au cours des années pour son usage personnel, naturellement. Il a entre autres détourné cet argent pour payer ses impôts, parce que c'était déjà un homme d'affaires, là, puis il devait de l'argent à ses impôts. Et il a acquis un appartement à Trump Place, à Manhattan. Eh bien, Le 13 avril 2016, quand les agents de la SEC se pointent à G-Peak, Stenger, éternel optimiste, pense qu'ils viennent faire le tour des lieux. Fait que lui, il se prépare, ils font comme « Ah, ils veulent voir, c'est normal, on est vérifié, on est audité, pas de problème, venez-vous-en, monsieur. » Au même moment, des agents se présentent aussi dans les bureaux de Ariel Quiros à Miami. Et ils remettent à Stenger un document de 81 pages expliquant que les deux hommes, donc Quiros et Stenger, sont des fraudeurs allégués. L'agent responsable du dossier, Jeffrey Schneider, a dit que Stenger semblait très surpris par les allégations de fraude et qu'il est devenu très émotif. Il a dit, c'est drôle parce que sa citation, c'était, il a dit, Stenger semblait très surpris ou jouait quelqu'un de très surpris. Il dit, c'est ça, comme il était bon comédien parce qu'il avait l'air à tomber en bas de sa chaise. Ariel Quiros et Bill Stenger furent accusés de fraude. Okay? La défense de Bill était principalement qu'il ignorait tous des agissements de Quiros. ben ouais. Il aurait cependant fermé les yeux à plusieurs reprises et encouragé les projections erronées, comme les ventes de la compagnie pharmaceutique censée s'installer dans le laboratoire biomédical à venir. Les ventes estimées étaient démesurées, puis ils se basaient comme sur aucune donnée réelle, parce que le produit n'était pas commercialisable, comme je t'ai dit. Non, c'est ça.
Effectivement. C'est comme tout du vent. Là. C'est tout du vent, là. C'est vraiment... Je pense que, là, tu sais. Ouais. Bill Stenger continue à dire que non seulement il ignorait tout de la fraude, mais en plus, il dit qu'il était insulté parce qu'il disait « Écoute, c'est tellement payant, cette fraude-là, que je peux pas croire que Quiros ait pas songé à me donner plus que ça. » Il dit « Ça n'a pas d'allure, j'ai tout fait. » Ouais, Puis il c'est dit « ça. J'aurais eu... À la fin, il y aurait eu comme 1 million. » Wow. Ouais, tu sais, dans le fond, sa part de 15-20%, ça équivalait comme C'est un dégueulasse. peu à 1 million. Fait qu'il était comme insulté. Puis en plus, il dit qu'il est un citoyen de JPEG, donc il dit c'est impossible que j'aurais voulu faire du tort à ma propre ville. Non, c'est ça. Fait que Moi, lui, je pense qu'il s'est juste associé à la mauvaise personne. oui, puis il a comme fermé les yeux. Oui. Ben, c'est ça, mais tant que ça va bien, C'est tant ça. que. Tu sais, puis l'autre, il leur lançait tout le temps, on fait telle affaire, puis on fait encore plus, puis on fait plus, puis tout avance, puis tout roule, puis Oui. les projets se concrétisent. Puis là, t'es comme, tu capotes, tu fais, on roule sur l'or, là, c'est le fun, tu sais, ma région va se développer, puis je vais me mettre riche aussi, tu sais, en ayant mes parts à la fin de tout ce beau projet-là. Pendant ce temps-là, l'autre est en arrière, puis il invente des projets à gauche, à droite, il recrute du monde partout. L'autre, il se met 18 millions dans les poches, puis... Ben, c'est ça. Fait que- Puis le journaliste du New Yorker, je pense, ouais, quand il est allé visiter JPEG, il y avait comme un article qui disait que Bill il faisait faire le tour encore de la station après tout ça, puis puis qui présentait « Oh, regarde, ça, c'est Richard. » Puis Richard, là, son père travaillait ici. Puis là, lui, il travaille ici. Puis il est saisonnier ici depuis 25 ans. Puis c'est important, Richard, hein, parce que ta femme a besoin d'argent. Il connaît tout le monde. Ouais. Il capote sur sa région. Il a l'air d'un gars un peu naïf, puis qui a tourné les coins ronds, puis qui a fermé les yeux un peu. Mm. Bill Stenger avoue cependant avoir un mauvais pressentiment en 2015, donc un an avant la saisie, quand Quiros lui a demandé de ralentir le rythme des dépenses parce qu'il disait qu'il y avait des fonds qui étaient immobilisés dans des billets à long terme. Mais là, Stenger, il a trouvé ça bizarre parce qu'il était supposé être dans un compte séquestré. T'es pas supposé réinvestir cet argent-là. C'est un compte pour le projet. C'est Ouais. déjà c'est de l'argent qui est déjà destiné à payer des dépenses prévues. Puis là, tu le places à long terme pour faire de l'intérêt. Oui, c'est ça. Alors que la façon qui est supposée fructifier, c'est avec ce projet-là. Avec le projet. Exactement. Fait que lui, il a trouvé ça bizarre. Puis il y a des entrepreneurs ensuite qui avaient commencé à quitter parce qu'ils n'étaient pas payés. Eh boy. Fait que là, Stenger il a comme fait « je pense que ça fonctionne pas ». Quiros et Stenger ont tous les deux été accusés. Ils ont plaidé coupables. Ils ne se sont plus jamais reparlés depuis la mise en tutelle de JPEG le 13 avril 2016. Jamais. La SEC a saisi des actifs auprès de Quiros, là, des biens valant plus de 81 millions de dollars. Oui. Pas de Stenger, hein? Lui, il vit encore dans sa maison. Ouais, c'est ça. Lui, c'est pas un riche bonhomme. Non, vraiment pas. Quiros a reçu une sentence de 5 ans de prison pour fraude électronique. Moi, ça me fait capoter 5 ans de prison pour t'avoir mis 81 millions possiblement dans les poches. Là. Des fois, les sentences de crimes économiques, c'est jamais... Ah non! C'est rarement autant de prison qu'une atteinte physique. Là. Je comprends pas comment tu peux vivre grassement durant des années. Puis après ça, tu sacrifies 5 ans de ta vie en prison. On dirait que... Ils font même jamais... Exactement. Ils vont jamais 5 ans. Et là, ils ont tellement d'argent que tu peux graisser la patte de quelqu'un, puis... Ils se retrouvent avec des petites sentences, puis ils font jamais toute leur sentence non plus, là. Fait que, ouais, non, exactement. Comme je disais, là, Quiros il a reçu une sentence de 5 ans de prison pour fraude électronique, blanchiment d'argent, entrave à la justice. Mais la justice semble avoir cru la version de Stenger. Ah, une chance. Ouais, qui a écopé que de 18 mois pour production de documents falsifiés. OK. Donc, tu sais, ses projections erronées, il a quand même été puni pour ça parce qu'il a comme un peu inventé... Ouais, falsifié / pas vérifié, là. Gonflé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas nécessairement fait exprès, genre, tu sais, c'est supposé d'être 18, je vais mettre 25, là.
Mais ouais. il a jamais vérifié pour de vrai si c'était vraiment ça. Non, puis il a fait ça va passer, Make c'est sense. correct. Ouais. Ouais. Après avoir purgé sa peine, Stenger a travaillé pour aider le huissier de justice qui avait comme pris possession de J-Peak. Ah ouais? Ouais. Ben, vu qu'il connaissait absolument tout le domaine, Ben, c'est toutes ça. les installations, il connaît tout, ben, il aidait le huissier de justice qui était censé liquider les biens immobiliers de J-Peak. Parce que, bon, qui connaît mieux le domaine que Bill Stenger? Probablement personne. Avec le recul, il se trouve naïf et insouciant. Ouais. Il parle encore aux journalistes, puis il se dit naïf et insouciant d'avoir rien vu. Le programme EB5 a récolté au total pour ce projet-là entre 350 millions et 400 millions de Quand dollars même. auprès d'investissements étrangers, dont près de 200 millions ont été détournés Wow. par Ariel Quiros. En 2022, J-Peak a été vendu à un groupe de villégiature pour 76 millions de C'est dollars. tout? C'est tout. Wow. Beaucoup moins que l'argent investi qu'on estime à peu près à 150 millions. Malade. Ouais. Puis il n'a jamais eu sa part, Stenger. Non, il n'a jamais eu sa part, Bill. Non, écoute, il fait des job-ins pour le huissier de justice. Bon, sais-tu là. si Quiros s'est ouvert un Quiznos? Ça le dit pas. Ça le dit Ça pas, le dit pas. Nicolas. Non. Non. Mais écoute, j'ai vu des photos de J-Peak, puis c'est vrai que c'est impressionnant. Quand Ouais. J-Peak a été saisi, là, il y avait même, c'était juste avant l'ouverture de certains bars, restaurants, puis de gros hôtels, il y avait de l'huile dans les friteuses. Ah ouais. Puis ils ont tout shot dans... Il était prêt, là. Il était prêt, là. Et là, ils ont tout fermé, ils ont mis ça sous tutelle. La conclusion aussi, c'est que même si près de 600 investisseurs ont perdu de l'argent et beaucoup n'ont jamais obtenu leur carte verte, Ah, pas de vrai? malheureusement, on n'aurait jamais pu construire un projet d'envergure comme J-Peak avec des prêteurs traditionnels. Non, parce que, gars, ça s'est revendu pour 76. Exactement. Ça en a coûté, OK, ça en a coûté genre 450. Non, ça en a coûté à peu près 150. Non, mais ils ont pris 400. Oui, ils ont pris 400, mais Ça le a reste, coûté c'était pour... 150. Oui. Mais même à ça, c'est ça. Si tu avais eu, il y aurait eu des dépassements de coûts, whatever, mais mettons 150, puis ils l'ont vendu à 75. C'est ça. C'est que ça vaut pas ça. Non. Tu reverras jamais ton argent. Ouais. là. C'est ça qui se passe. Mais ça fait quand même plein de bonnes affaires pour la région. Là. Exactement. Même si ouais, c'est ça. C'est que le coût de construction, ton return, ton ROI, il est loin en maudit. C'est ça, c'est que tu reverras pas de ton vivant Non. ton investissement. Est-ce que ça fait travailler des gens? Est-ce que ça fait rouler la région? Oui. Est-ce que ça... Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est fabuleux pour le rayonnement? Oui. Est-ce que financièrement, ça fait du sens? Non. C'est là, généralement, que des programmes gouvernementaux valent la peine, à part quand ils sont abusés comme ça. Exactement. Puis c'est ça, je t'ai dit, il y a eu beaucoup de vies brisées, là, parce qu'il y a 80% des investisseurs de JP qui ont finalement eu leur carte verte, mais aucun des 121 investisseurs de Burke Mountain. C'est quand ça a continué, là, les projets par-dessus projets, eux, ils n'ont pas reçu leur carte verte. L'État a réglé un procès avec les investisseurs étrangers parce que, guess what, les investisseurs étrangers étaient en maudit d'avoir perdu tout leur argent. Puis ça s'est réglé pour 16 millions de dollars, là, des peanuts. Là. Wow. Puis en plus de ça, c'est ça, il y a des gens qui n'ont jamais eu leur carte verte. Et juste te dire, naturellement, il n'y a aucun membre des différentes autorités gouvernementales qui a été tenu responsable du manque de surveillance et du lamentable laxisme dans la gestion du programme EB5. C'est fou, hein? Écoute, y a-tu quelqu'un d'imputable? La réponse, c'est non! Probablement, ouais. Jamais. Jamais. Je comprends pas pourquoi, effectivement, ça n'a pas été centralisé. C'est un programme du gouvernement. Oui, à un moment donné. Mais c'était géré par les États. Ouais, mais voilà. C'est ça, mais ça devrait être centralisé. Je veux dire, tu as une base de données de projets, tu as une base de données d'investisseurs et tu dis, OK, voici tout l'argent qu'on peut investir dans les projets, voici les projets à qui ça va donner, je veux dire. Ben, c'est ça. Puis la conclusion, là, pour le projet EB5, je sais plus si ça existe encore aujourd'hui, mais ça disait que
C'était fantastique parce que ça l'avait permis des gros projets, plus grands que nature, qu'on n'aurait jamais pu se permettre. Puis c'est drôle parce que quand il visitait la région, il disait, il présentait, ça a été acheté avec l'argent des Chinois, ça a été acheté avec l'argent des Chinois, ça a été... Ce qui est comme une façon complètement ridicule de présenter, tu sais, le Burke Mountain, puis GP, qui est tout ce qui avait été construit autour de ça. Mais oui, c'est ça. Ça l'a permis des projets extraordinaires et c'était construit de façon à ce qu'il y ait de la fraude, du détournement, pas de fonds, mais du fling-flang, là. Tu sais, c'était facilement... Tu pouvais facilement gonfler, puis... Donc, c'était ça la grande conclusion. C'est que ça avait du très bon et du très, très, très mauvais. Malade. Merci beaucoup. T'as aimé ça? Ben oui, super bon cas. Ben merci beaucoup. Hey, ça nous en a fait apprendre sur quelque chose qui est pas loin de chez nous. Exactement, oui. Puis j'ignorais, puis à chaque fois que je vois ça, ce parc aquatique-là intérieur, je me dis tout le temps, il faudrait aller là avec les enfants, ça serait le fun. Puis, je savais pas que ça avait été construit avec de l'argent de pauvres investisseurs qui voulaient juste immigrer aux États-Unis puis qu'ils n'ont pas pu le faire pour tout le monde. Je trouvais ça vraiment Regardez l'œil ouvert peut-être sur d'autres... C'est vaste, les États-Unis. Le programme, c'est intercontinental. Oui, si ça a été fait à travers le pays, il doit avoir eu d'autres dérives. D'autres belles histoires comme ça. Oh oui. Alors, on vous laisse avec le mot de la fin. Si vous faites le mal, faites-le bien. Au revoir. Au revoir.